Quelqu'un ici comprend-il le japonais? Neurovance n'a plus que quelques semaines pour éviter la vente de ses brevets. L'accord avec Kisaragi Robotics peut sauver 300 emplois et permettre la production d'un robot de rééducation destiné aux enfants. Mais lorsque l'interprète officiel reste bloqué dans les embouteillages parisiens, une employée de ménage à temps partiel devient la seule personne capable d'empêcher la réunion de s'effondrer. Ce qu'elle traduit ne révèle pas un désaccord financier, mais l'existence d'un rapport de sécurité que quelqu'un, chez Neurovance, a volontairement fait disparaître. Quelqu'un ici comprend-il le japonais? La question de Maxime Valéry traversa la salle de réunion comme une fissure dans le verre. Autour de la longue table blanche, 12 cadres de Neurovance évitèrent son regard. Sur l'écran mural, l'interprète officiel répétait depuis son taxi qu'un accident bloquait le périphérique et qu'elle ne pourrait pas atteindre la Défense avant 45 minutes. Le président de Kisaragi Robotics devait quitter Paris dans moins d'une heure pour rejoindre l'aéroport. Son équipe, composée de 2 ingénieurs, d'une juriste et de sa fille Aiko Kisaragi, attendait dans un silence dont Maxime ne parvenait plus à déterminer s'il exprimait la patience ou l'irritation. 300 emplois, 2 brevets essentiels et 4 années de recherche reposaient sur cette réunion. Victor Lemaire, directeur des opérations, se pencha vers Maxime. « Nous pouvons continuer en anglais. Les grandes lignes ont déjà été négociées. » Eiko répondit dans un anglais correct que les termes médicaux et les responsabilités techniques exigeaient une précision absolue. Victor sourit comme si l'objection n'était qu'une formalité. À l'extrémité de la salle, une jeune femme en uniforme gris venait de poser les tasses sales sur son chariot. Elle leva lentement la main. Tous les regards se tournèrent vers elle. Hannah Morel sentit aussitôt le poids de sa propre main dans l'air. Elle travaillait 3 soirs et 2 matinées par semaine dans les bureaux de Neurovance, généralement lorsque les cadres étaient déjà partis. Ce jour-là, on lui avait demandé de rester pour assurer le service pendant la délégation japonaise. Maxime connaissait son visage sans connaître son nom. Victor, lui, sembla à peine la reconnaître. « Vous parlez japonais ?» demanda Maxime. Hannah abaissa la main. « Oui, ma mère est japonaise. J'ai vécu plusieurs années à Yokohama. » Victor eut un rire bref. Parler avec sa famille et interpréter une négociation ne sont pas la même chose. Hannah acquiesça. « C'est vrai, je ne suis pas encore interprète diplômé. J'ai interrompu ma formation il y a 3 ans. » Maxime sentit l'espoir qu'il venait d'éprouver se mêler à une nouvelle inquiétude. Elle ajouta cependant: « Je connais le japonais professionnel et les règles d'interprétation consécutives, mais je ne résumerai rien. Si vous voulez mon aide, vous entendrez exactement ce qu'ils disent, même lorsque cela ne vous conviendra pas. » Le président Kisaragi l'observa avec une attention nouvelle. Hannah s'adressa directement à lui dans un japonais formel, expliqua honnêtement son statut et proposa de demander des clarifications chaque fois qu'un terme dépasserait sa compétence. Après un court échange avec Aiko, il accepta. On installa Hannah entre Maxime et la délégation. Le casque disponible était trop large et glissait sur ses cheveux, mais elle décida de ne pas le porter. Elle demanda un carnet, 2 stylos et un verre d'eau. Victor voulut lui remettre le dossier de présentation français. Elle le parcourut rapidement, puis demanda la liste bilingue des termes techniques. Personne ne l'avait préparé. « Nous n'avons pas le temps de construire un glossaire, » dit Victor. Hannah répondit qu'ils avaient encore moins de temps pour réparer une erreur de traduction. Maxime ordonna à l'équipe scientifique d'afficher les termes essentiels. Exosquelette pédiatrique, verrouillage articulaire, retour haptique, détection de résistance, arrêt d'urgence. Hannah nota l'équivalent japonais de chaque expression et signala 2 termes pour lesquels elle demanderait confirmation aux ingénieurs. Maxime l'observait. Elle ne cherchait pas à paraître plus certaine qu'elle ne l'était. Au contraire, elle indiquait clairement la frontière entre ce qu'elle savait et ce qu'elle devait vérifier. Cette honnêteté contrastait avec les présentations impeccables qui remplissaient d'ordinaire ses réunions. Lorsque le président Kisaragi commença à parler, Hannah attendit qu'il termine un segment complet. Puis elle traduisit d'une voix stable, sans ajouter une seule formule destinée à adoucir le message. Le président rappela d'abord l'intérêt de Kisaragi pour le robot Neurostep Junior.
Il parla du potentiel médical, de la qualité des chercheurs français et de la responsabilité commune envers les enfants qui utiliseraient l'appareil. Victor intervint avant que Hannah ait achevé sa traduction. « Dites-lui que nous partageons entièrement cette vision et que les derniers désaccords financiers peuvent être résolus aujourd'hui. » Hannah tourna légèrement la tête. Il n'a pas parlé de désaccords financiers. Victor répondit que c'était implicite. Une interprète ne traduit pas ce qu'un dirigeant suppose implicite. Le silence devint plus froid. Maxime aurait pu lui demander d'obéir à Victor pour préserver le rythme. Il dit seulement « Continuez ». Le président Kisaragi reprit. Hannah traduisit qu'avant toute signature, son entreprise exigeait le rapport complet d'un incident survenu lors d'un essai clinique interne. Eiko précisa qu'un dispositif de verrouillage avait réagi avec retard pendant l'utilisation d'un prototype par un enfant. Aucun blessé grave n'avait été déclaré, mais un technicien avait dû déclencher manuellement l'arrêt d'urgence. Maxime se redressa. Il connaissait une anomalie mineure testée sur simulateur. Il n'avait jamais été informé d'un incident impliquant un enfant. « Quel rapport ?» demanda-t-il. Victor répondit avant la délégation. Il doit s'agir d'une confusion avec un test mécanique sans patient. Il se tourna vers Hannah. Expliquez-leur que leur source a mélangé deux procédures. Hannah ne traduisit pas. Je ne peux pas dire cela tant que M. Kisaragi n'a pas confirmé de quel essai il parle. Victor posa ses deux mains sur la table. Mademoiselle, nous n'avons pas besoin d'un cours de méthode. Demandez simplement leur référence. Hannah formula la question en japonais. Eiko ouvrit son ordinateur et cita la date, le numéro du prototype et les initiales de l'hôpital partenaire. Le président ajouta une phrase plus lente. Hannah resta silencieuse 1 seconde après l'avoir entendue. Elle savait que tout le monde attendait sa voix. Il dit que leur inquiétude ne vient pas d'une erreur technique, traduisit-elle. Elle vient du fait que Neurovance a retiré du dossier les pages décrivant l'incident et les recommandations de suspension. Victor l'interrompit. « Ce n'est pas ce qu'il a dit. » Hannah le regarda. « C'est exactement ce qu'il a dit. » Il affirma qu'elle confondait le verbe « signaler » avec le verbe « dissimuler ». Hannah se tourna vers le président Kisaragi et lui demanda de répéter la phrase en utilisant une formulation différente. L'homme accepta. Cette fois, il parla plus fermement. Hannah traduisit chaque mot. « Nous ne refusons pas de travailler avec une entreprise qui rencontre un défaut. Nous refusons de signer avec une entreprise qui retire du contrat les informations permettant de mesurer ce défaut. Si des enfants doivent porter cette machine, aucune urgence financière ne peut justifier que nous découvrions le risque par une autre source. » Personne ne bougea. Maxime regarda Victor. Le directeur des opérations avait cessé de sourire. « Vous êtes certaine ?» demanda Maxime à Hannah. Elle sentit l'ancienne peur remonter, celle de la chambre d'hôpital où, 3 ans plus tôt, elle avait hésité sur un terme médical en traduisant pour sa mère. Elle aurait pu répondre « oui » pour paraître forte. Elle choisit une autre voie. « Je suis certaine du sens général et des mots responsabilité, retrait d'informations et risque pour les enfants. Pour la formulation juridique exacte, je recommande une vérification par l'interprète officiel dès son arrivée. » Eiko intervint en français. « Sa traduction est fidèle. » Le président Kisaragi acquiesça. Victor voulut reprendre le contrôle en affirmant que le dossier avait être été mal assemblé par un assistant. Maxime demanda immédiatement qu'on affiche la version envoyée aux partenaires japonais. Le rapport de sécurité commençait à la page 32. Après la page 38 venait directement la page 42. Le visage de Maxime se ferma. 3 pages manquaient. La table des matières mentionnait pourtant une analyse du dispositif de verrouillage, un témoignage du technicien et une recommandation du comité clinique. Victor expliqua que ces éléments figuraient probablement dans un document séparé non contractuel. Eiko répondit qu'ils avaient demandé le dossier complet à 3 reprises. À chaque fois, Neurovance avait confirmé qu'aucun autre incident n'existait. Le président Kisaragi referma son dossier. Il déclara que dans ces conditions, la réunion ne pouvait pas continuer.
Maxime sentit l'entreprise glisser sous ses pieds. S'il quittait la salle, la nouvelle atteindrait les banques avant le soir. Arden Capital proposerait de racheter les brevets à un prix humiliant. Des années de recherche seraient dispersées. Victor murmura qu'il fallait laisser partir la délégation et publier ensuite un communiqué sur une divergence commerciale. Hannah entendit ces mots, mais elle observait surtout le président Kisaragi. Il n'avait pas encore rangé son stylo. Dans la culture d'affaires qu'elle connaissait, ce détail comptait. Il n'avait pas fermé toute possibilité. Il attendait peu, être une réponse qui ne cherche pas à nier l'offense. Hannah se pencha vers Maxime. Ne leur promettez pas que le rapport n'existe pas. Promettez seulement de vérifier devant une instance indépendante et demandez-leur ce qu'ils considèrent comme une réponse suffisante. Victor se raidit. Elle n'a aucune autorité pour conseiller le président. Maxime répondit sans quitter la délégation des yeux. Elle est la seule personne dans cette pièce qui vient de m'empêcher de répondre à une accusation que je ne comprenais même pas. Il demanda à Hannah de transmettre une proposition. Neurovance suspendrait toute décision de production concernant Neurostep Junior, ouvrirait immédiatement la salle de données à un expert choisi par Kisaragi et fournirait dans les 24 heures les pages manquantes ou la preuve qu'elles avaient été détruites. Le président échangea quelques mots avec sa fille. Hannah traduisit sa réponse. Kisaragi accordait 24 heures, pas une minute de plus. Si le rapport confirmait un risque non déclaré, la coopération ne pourrait reprendre qu'avec une réforme du processus de sécurité et une reconnaissance écrite de la dissimulation. Ce n'était pas un accord, mais ce n'était plus un départ définitif. Lorsque la délégation quitta la salle, Maxime resta debout devant les pages manquantes. Ses cadres parlaient tous en même temps. Les juristes recommandaient de limiter les échanges écrits. Le directeur financier voulait prévenir les banques avant qu'une fuite ne survienne. Victor affirma que la priorité était de déterminer comment Kisaragi avait obtenu une information interne. Maxime leva la main. La priorité est de savoir si un enfant a été exposé à un risque et pourquoi je ne l'ai jamais appris. Il demanda que les accès à la salle de données soient gelés et que chaque copie du rapport soit identifiée. Puis il regarda Hannah, qui ramassait déjà son carnet. « Restez, s'il vous plaît. » Elle se figea. « Mon service se termine dans 20 minutes. Je veux que vous aidiez à établir le compte-rendu de ce qui a été dit. » Victor intervint. « Nous avons une équipe juridique pour cela. » Maxime répondit que l'équipe juridique ne parlait pas japonais. Hannah précisa qu'elle ne pouvait pas produire seule un procès-verbal officiel. « Je peux rédiger une note de travail, qui devra être vérifiée par l'interprète certifié. » Maxime accepta immédiatement. Elle ajouta « Avec un contrat écrit, un périmètre défini et une rémunération distincte de mon travail de nettoyage. » Plusieurs cadres échangèrent un regard. Maxime, lui, dit seulement « Préparez le document ». Ils travaillèrent dans une petite salle attenante. Hannah reprit ses notes phrase par phrase, séparant clairement les paroles du président, les précisions d'Aiko et les interruptions de Victor. Maxime remarqua qu'elle notait aussi ses propres incertitudes. Chaque fois qu'elle n'était pas sûre d'une nuance, elle la signalait au lieu de choisir la version la plus favorable. L'interprète officiel arriva enfin, essoufflé, et vérifia l'enregistrement interne autorisé pour la réunion. Après 40 minutes, elle confirma que la traduction de Hannah était fidèle. Elle corrigea seulement un terme technique, sans modifier le sens de l'accusation. Maxime ressentit un soulagement mêlé de honte. Une femme dont il n'avait jamais pris la peine d'apprendre le nom venait de sauver une négociation que ses directeurs les mieux payés avaient presque laissé mourir. « Pourquoi avez-vous arrêté votre formation ?» demanda-t-il lorsque les autres quittèrent la pièce. Hannah referma son carnet. Ce n'est pas nécessaire au compte-rendu. Il comprit la limite et n'insista pas. « Vous avez raison. Merci pour aujourd'hui. » Elle répondit. « Ne me remerciez pas encore. » Retrouvez les pages. Hannah retourna dans la salle principale pour récupérer son chariot. Près de la table, une chemise technique était restée ouverte. Elle ne toucha rien. Son regard suivit pourtant la numérotation. Page 38, puis page 42. Dans la marge de la page 38, une trace rectangulaire montrait que plusieurs feuilles avaient été retirées après la relure.
Sur le bureau voisin, un document en anglais portait déjà le titre « Compte rendu de l'échec des négociations avec Kisaragi Robotics ». La date de création, imprimée en bas, correspondait à la veille. Le texte affirmait que Kisaragi avait rompu les discussions pour des exigences financières excessives. Hana sentit un froid lui parcourir le dos. Quelqu'un avait préparé l'échec avant même que la réunion commence. Elle sortit son téléphone pour photographier le titre, puis s'arrêta. La porte venait de se refermer derrière elle. Victor Lemaire se tenait dans la salle. Son regard descendit vers le téléphone, puis vers le badge gris accroché à la veste de Hana. « Vous avez été utile aujourd'hui, dit-il. Ne confondez pas cela avec une invitation à entrer partout. » Hana ne bougea pas. Victor s'approcha du dossier et le referma. Les gens qui nettoient les bureaux entendent parfois des choses qui ne les concernent pas. Ceux qui gardent leur emploi apprennent à les oublier. Hana rangea lentement son téléphone. Et ceux qui préparent un compte rendu avant la réunion savent déjà ce qu'ils veulent que les autres oublient. Le visage de Victor resta calme, mais ses yeux changèrent. Au-delà des vitres, Paris brillait sous un ciel gris. Dans 24 heures, Neurovance devrait produire un rapport que quelqu'un avait fait disparaître. Et Hana venait de comprendre que la plus grande difficulté ne serait pas de traduire les paroles de Kisaragi. Ce serait de survivre à ceux qui avaient besoin que personne ne les comprenne. À 7h30 le lendemain, l'interprète officielle de Neurovance termina la vérification de l'enregistrement. Elle avait passé près de 3 heures à comparer les propos japonais, les notes manuscrites de Hana et le compte rendu rédigé après la réunion. Devant Maxime, Victor et 2 membres du service juridique, elle confirma que la traduction était fidèle. Hana avait signalé correctement ses hésitations, demandé les précisions nécessaires et conservé la différence entre une accusation certaine et une inquiétude encore ouverte. Une seule expression technique devait être ajustée. Le système n'avait pas simplement réagi avec retard, il avait connu un délai variable impossible à prévoir. Cette nuance rendait l'incident plus préoccupant, non moins grave. Victor s'appuya contre la table. Elle a eu de la chance. Une personne bilingue peut reproduire correctement une conversation courte. Cela ne fait pas d'elle une professionnelle. L'interprète lui répondit que la prudence de Hana avait justement évité plusieurs erreurs fréquentes chez les personnes trop confiantes. Maxime regarda la jeune femme, assise à l'extrémité de la salle, avec son uniforme gris encore visible, sous le manteau qu'elle n'avait pas eu le temps de retirer. « Je veux qu'elle reste avec nous jusqu'à la prochaine réunion », déclara-t-il. Hana leva immédiatement les yeux. Sous quelles conditions? La question le surprit davantage que son refus possible. Maxime lui proposa un poste temporaire de liaison linguistique directement rattaché à son bureau. Il parla d'un salaire supérieur, d'un accès aux données techniques et de la possibilité de reprendre ensuite sa formation avec le soutien de Neurovance. Hana l'écouta jusqu'au bout, puis referma son carnet. Non. Plusieurs cadres crurent qu'elle négociait. Victor sourit comme si son refus confirmait qu'elle ne comprenait pas l'occasion qui lui était offerte. Hana expliqua qu'elle ne pouvait pas devenir employée personnelle du dirigeant au moment même où son témoignage risquait d'impliquer un membre de la direction. Si Maxime contrôlait son contrat, son salaire et son accès aux documents, toute traduction défavorable pourrait être présentée comme une faveur rendue à l'homme qui l'avait promu. « Je peux intervenir par l'intermédiaire de l'association où je poursuis mes cours, dit-elle. Le contrat précisera que je ne suis pas interprète certifié, que chaque compte rendu devra être validé par une professionnelle diplômée et que je peux suspendre ma mission si l'on me demande d'omettre ou de modifier une phrase. » Victor protesta qu'une telle procédure leur ferait perdre un temps précieux. « C'est le manque de procédure qui nous a conduits ici, » répondit Hana. Maxime demanda au service juridique de rédiger le contrat selon ses conditions. Elle ajouta que la rémunération serait alignée sur les tarifs de l'association, pas fixée en fonction de sa gratitude. Il acquiesça, comprenant que la première manière de respecter sa voix consistait à ne pas en décider le prix. Ils commencèrent par construire le glossaire qui aurait dû exister avant la réunion. Hana travailla avec Claire Joly, ingénieur responsable du dispositif de verrouillage, et avec Aiko Kisaragi, resté à Paris pour suivre l'audit. Chaque terme français fut accompagné d'une définition technique,
d'un équivalent japonais et d'une note indiquant le degré de certitude. Maxime remarqua que Hana refusait parfois de traduire immédiatement une phrase pourtant simple en apparence. Elle demandait qui portait la responsabilité dans le texte, si le mot « enfant » désignait un patient réel ou une catégorie d'essai, et si le verbe « autoriser » signifiait une permission juridique ou une validation médicale. « Vous pourriez choisir le terme le plus probable », dit-il après sa troisième demande de clarification. « Je pourrais aussi choisir celui qui vous arrange », répondit-elle. « C'est précisément pour éviter cela que je demande. » Il ne se vexa pas. Au contraire, il commença à comprendre pourquoi sa propre équipe avait échoué. Les présentations internes étaient remplies de phrases suffisamment vagues pour que chacun puisse ensuite prétendre les avoir comprises autrement. Hana ne rendait pas la communication plus élégante. Elle empêchait les zones d'ombre de devenir des refuges. Eiko demanda à parler seule avec Hana pendant une pause. Elles s'installèrent dans un petit espace vitré donnant sur l'esplanade de la Défense. Eiko lui expliqua que Kisaragi Robotics ne cherchait pas un partenaire incapable de commettre une erreur. Son entreprise avait elle-même interrompu 2 programmes après des incidents techniques. Une machine destinée à aider un enfant doit pouvoir échouer devant nous avant d'échouer sur lui, dit-elle. Ce qui nous inquiète, c'est que quelqu'un chez Neurovance ait considéré le silence comme une étape normale du développement. Hana traduisit ensuite cette phrase à Maxime avec l'accord d'Aiko. Il demanda si le groupe japonais envisageait encore la coopération. Eiko répondit que son père n'avait pas prolongé le délai par politesse. Il avait observé la réaction de Maxime lorsqu'il avait appris l'existence du rapport. Il n'a pas nié. Il a demandé où étaient les pages. Cela compte, mais ce qui comptera davantage, c'est ce que vous ferez lorsque vous découvrirez qui les a retirés. Victor, entré sans frapper, affirma que la réunion privée devait prendre fin. Eiko le regarda calmement. Je parlais avec notre interprète. Victor corrigea qu'Hana n'était qu'une prestataire provisoire. Aiko répondit « Alors il est étrange qu'elle soit la seule personne qui nous ait donné une traduction complète depuis notre arrivée. » Le rapport d'origine fut retrouvé sur un serveur d'archives auquel peu de cadres avaient encore accès. Les pages 39 à 40 et une décrivait un essai réalisé 6 semaines auparavant dans un hôpital partenaire. Un enfant de 9 ans avait porté le prototype NeuroStep Junior pendant une séance supervisée. Au moment où sa jambe s'était raidie, le logiciel aurait dû libérer l'articulation en moins d'une demi-seconde. Le délai avait varié entre 1 et 3 secondes. Le technicien avait déclenché l'arrêt d'urgence avant que l'enfant ne perde l'équilibre. Il n'avait subi qu'une rougeur et une grande frayeur, mais le comité clinique avait recommandé la suspension de tous les essais impliquant des patients jusqu'à l'identification de la cause. 2 jours plus tard, la classification de l'incident avait été abaissée. Une nouvelle version du dossier parlait d'anomalies observées sur banc d'essai. Maxime lut les pages sans parler. Claire Joly affirma n'avoir jamais approuvé cette modification. Sa signature électronique apparaissait pourtant sous la nouvelle classification. Une analyse rapide révéla qu'elle avait été ajoutée depuis un terminal administratif après son départ du laboratoire. Victor suggéra une erreur de migration. Hana ne traduisit pas son explication à Aiko avant de demander « Avez-vous des éléments techniques qui soutiennent cette hypothèse ?» Victor la regarda durement. « Vous êtes ici pour traduire, pas pour interroger la direction. » Hana répondit « Je dois savoir si vous exprimez un fait ou une supposition. Les deux ne se traduisent pas de la même manière. » Maxime retrouva Hana plus tard dans la cafétéria presque vide. Elle mangeait un sandwich acheté à la gare, entouré de fiches terminologiques. Il posa devant elle une soupe chaude et s'assit seulement lorsqu'elle lui indiqua que la chaise était libre. « Je n'ai pas demandé de repas, dit-elle. Je l'avais commandé pour moi. J'en ai pris 2 sans savoir lequel je préférerais. » Elle ne sut pas s'il disait vrai, mais accepta la soupe. Maxime lui demanda pourquoi elle avait interrompu sa formation. Hana resta silencieuse assez longtemps pour lui rappeler que la question n'entrait pas dans sa mission. Puis, elle choisit de répondre « Sa mère, Keiko, avait subi un accident vasculaire cérébral 3 ans auparavant. Hana avait quitté l'école pour organiser les soins, travailler le soir et accompagner sa mère dans une rééducation longue. Elle va mieux, précisa-t-elle.
Mais les factures et le temps ne disparaissent pas parce qu'un état devient stable. Maxime lui proposa presque immédiatement de faire examiner Keiko par le service de neurologie partenaire de Neurovance. Anna posa sa cuillère. « Ne faites pas cela, il comprit trop tard. Je voulais seulement vous donner un contact. Donnez-moi son nom si je vous le demande. Ne transformez pas ma mère en moyen de me remercier. » Maxime acquiesça. Après un moment, il demanda « Que puis-je faire maintenant ?» Anna poussa vers lui une fiche contenant les termes japonais de l'arrêt d'urgence. Apprendre ce vocabulaire. Vous ne devriez plus dépendre d'une seule personne pour savoir si quelqu'un vous parle de sécurité. Ils travaillèrent jusqu'à minuit. Maxime prononçait les mots japonais avec une application parfois maladroite. Anna le corrigeait sans indulgence particulière. Il confondit plusieurs fois le terme désignant la libération mécanique avec celui évoquant une permission humaine. « Cela résume peu être votre problème, dit-elle. Vous avez conçu une machine qui doit savoir quand relâcher le contrôle, mais votre entreprise ne sait pas le faire. » Maxime sourit malgré la fatigue. Elle découvrit qu'il pouvait accepter une remarque dure lorsqu'elle visait le travail plutôt que son prestige. Il lui raconta que Neurostep était né après l'accident de sa jeune sœur, devenue incapable de marcher pendant presque 2 ans. Il avait créé l'entreprise parce qu'il ne supportait plus de voir des enfants attendre l'accès à des équipements trop rares et trop chers. Hana comprit alors pourquoi l'accusation de Kisaragi l'avait frappé si profondément. Une bonne intention n'empêche pas un système de devenir dangereux, dit-elle. Je sais, répondit Maxime, mais je crois que j'ai utilisé cette intention comme preuve que les gens autour. Le silence qui suivit ne fut pas inconfortable. Ils étaient assis trop près des écrans, leurs épaules presque alignées, mais aucun des deux ne chercha à réduire davantage la distance. À 1 heure du matin, Hana retrouva l'email concernant l'interprète de secours. 3 semaines plus tôt, le service des achats avait confirmé la présence d'une seconde professionnelle, disponible à distance pendant toute la réunion. Son contrat avait été annulé la veille au soir depuis le bureau de Victor, avec la mention réduction des coûts non essentiels. L'assistante de Victor affirma qu'elle avait exécuté une instruction orale. Victor nia avoir donné cet ordre. Maxime demanda les enregistrements d'accès à son bureau. Son badge avait ouvert la porte à 22h14, au moment précis où l'annulation avait été envoyée. Victor répondit qu'il travaillait souvent tard et qu'il pouvait avoir demandé une simplification budgétaire sans comprendre qu'elle concernait la réunion japonaise. Hana examina ensuite le document intitulé « Compte rendu de l'échec des négociations ». Il avait été créé 36 heures avant la rencontre, modifié depuis le compte de Victor et partagé avec le département communication. Le texte annonçait déjà que Kisaragi s'était retiré pour des exigences financières incompatibles. Peut être un modèle de crise préparé par prudence, suggéra Victor. Maxime ne répondit pas. Pour la première fois, il regardait son ancien mentor comme un homme dont chaque explication devait être vérifiée. Avant de quitter les locaux, Hana retourna au vestiaire pour récupérer les vêtements qu'elle y avait laissés pendant son dernier service de nettoyage. Son ancien casier se trouvait dans un couloir séparé des bureaux, accessible aux responsables d'étage et à l'équipe de maintenance. La serrure semblait intacte. Pourtant, lorsqu'elle ouvrit la porte, une chemise rouge était posée au-dessus de ses chaussures. Elle ne lui appartenait pas. Hana recula sans la toucher et appela la représentante de l'association qui encadrait son nouveau contrat. Maxime arriva quelques minutes plus tard avec un agent de sécurité indépendant. Sous caméra, la chemise fut retirée du casier. Elle contenait une copie des pages 39 à 40 et ainsi qu'une clé USB portant le logo de l'hôpital partenaire. Victor demanda aussitôt que Hana soit suspendue de la mission. Il affirma qu'elle avait pu voler le rapport, organiser sa découverte pendant la réunion et se présenter ensuite comme la seule personne capable de le traduire. Maxime se tourna vers elle, mais ne déclara pas immédiatement qu'il la croyait. Hana apprécia presque cette retenue. Sa confiance personnelle ne suffirait pas. « Le casier doit être placé sous scellé, dit-elle, et je veux savoir qui possède une clé de gestion. » L'agent confirma qu'une clé centrale permettait d'ouvrir tous les casiers en cas d'urgence. Elle était conservée dans le bureau des opérations.
Le bureau de Victor. Hannah regarda la chemise rouge enfermée dans le sachet transparent. Quelqu'un ne voulait plus seulement prouver que Neurovance avait caché un accident. Quelqu'un voulait désormais faire croire que la femme ayant traduit la vérité était aussi celle qui l'avait volée. Et pour la première fois depuis qu'elle avait levé la main au fond de la salle, Hannah comprit que sa voix ne menaçait pas uniquement un mensonge. Elle menaçait l'homme qui avait construit toute sa carrière sur la certitude que personne ne prendrait au sérieux celle d'une employée de ménage. La chemise rouge fut transportée dans une salle sécurisée avant même que le jour ne se lève sur la défense. Hannah attendit devant la porte avec la représentante de son association, tandis que Victor exigeait au téléphone qu'on prévienne la police. Selon lui, la présence du rapport et de la clé USB dans l'ancien casier de la jeune femme constituait une preuve suffisante pour suspendre son contrat et lui retirer tout accès aux locaux. Maxime refusa qu'un interrogatoire commence sans conseil indépendant, mais il ne déclara pas publiquement qu'Hannah était innocente. Cette retenue, qu'elle avait d'abord appréciée, devint plus difficile à supporter lorsqu'un agent lui demanda de remettre son téléphone et son badge. « Je remettrai le badge puisqu'il appartient à Neurovance », répondit-elle. « Mon téléphone sera examiné seulement avec une demande écrite précisant les données recherchées. » Victor affirma qu'une personne qui coopérait n'avait aucune raison de poser autant de conditions. Hannah le regarda sans hausser la voix. Une entreprise qui coopérait n'aurait aucune raison de faire disparaître 3 pages d'un rapport. Pourtant, nous sommes ici. Maxime ordonna que le casier, le bureau des opérations et les clés centrales soient placés sous scellé. Victor lui rappela qu'il ne pouvait pas diriger seul une enquête dans laquelle il semblait déjà avoir choisi son témoin préféré. Le mot « préféré » resta suspendu dans la pièce comme une accusation plus intime que professionnelle. L'analyse préliminaire de la serrure révéla que le casier avait été ouvert la veille avec la clé de gestion, non avec la clé personnelle d'Hannah. Le registre manuel indiquait cependant que cette clé centrale n'avait jamais quitté le coffre du bureau des opérations. Victor déclara que n'importe quel responsable d'étage connaissait le code. La caméra du couloir avait cessé d'enregistrer pendant 22 minutes, officiellement à cause d'une mise à jour. Maxime demanda la liste des connexions au système. Un compte appartenant à l'assistante de Victor avait lancé l'opération. La jeune femme affirma qu'elle avait suivi une procédure automatique et qu'elle ignorait que la caméra du vestiaire serait interrompue. Ces éléments suffisaient à fragiliser l'accusation, mais pas à l'annuler. La clé USB contenait une copie du rapport, plusieurs courriels internes et un fichier destiné à la délégation japonaise. Les métadonnées avaient été supprimées. Victor soutenait que Hannah avait pu récupérer le contenu lors de ses services de nettoyage et cacher les pages afin de se rendre indispensable pendant la réunion. Elle savait que l'interprète serait absente, ajouta-t-il. Hannah demanda comment elle aurait pu le savoir alors que même Maxime n'avait appris l'embouteillage que quelques minutes avant la séance. Victor répondit qu'elle avait être organisé le retard ou communiqué avec quelqu'un à l'extérieur. Aiko Kisaragi, jointe en visioconférence, intervint froidement. « Votre théorie exige que Mademoiselle Morel contrôle la circulation parisienne, nos informations techniques et vos propres systèmes de sécurité. Elle est remarquablement puissante pour une femme que vous décriviez hier comme une simple employée de ménage. » La réunion du conseil commença à 10 heures. Neurovance devait remettre à Kisaragi les documents authentifiés avant la fin de la journée, mais plusieurs administrateurs refusaient désormais de transmettre quoi que ce soit tant que la provenance de la clé USB n'était pas établie. Victor présenta Hannah comme une menace potentielle pour la propriété intellectuelle et demanda que toute coopération avec elle cesse immédiatement. Maxime produisit les résultats sur la serrure, l'interruption de la caméra et l'annulation de l'interprète de secours. Les membres du conseil reconnurent des anomalies, mais exigèrent une preuve directe reliant Victor à la suppression du rapport. Maxime savait qu'une telle preuve existait être dans l'enregistrement intégral de la première réunion. Le système audio de la salle captait automatiquement les échanges à des fins de rédaction interne. Victor y avait demandé à plusieurs reprises à Hannah de résumer
de modifier la formulation de Kisaragi et de présenter l'accusation comme un désaccord financier. La bande démontrait aussi qu'il avait nié l'existence du rapport avant même que son contenu soit décrit. Maxime demanda au service juridique de préparer un extrait. Personne ne consulta Anna. Elle assistait à la séance depuis une salle voisine et ignorait que sa voix allait être utilisée. Le contrat de mission précisait pourtant que ses notes et interprétations ne pouvaient être diffusées hors du cadre de vérification sans son accord. L'extrait fut lancé devant le conseil. La voix de Victor ordonnait « Dites-leur que nous partageons leur vision et que les désaccords financiers peuvent être réglés aujourd'hui. » Puis celle d'Anna répondait « Il n'a pas parlé de désaccords financiers. » On entendait ensuite Victor lui demander d'affirmer qu'il s'agissait d'une confusion technique, alors qu'aucune vérification n'avait encore été faite. L'enregistrement fit basculer plusieurs administrateurs. Ils autorisèrent la transmission du rapport complet à Kisaragi et suspendirent Victor de l'accès aux données pendant l'audit. Maxime éprouva un bref soulagement. Il avait obtenu les 24 heures nécessaires et empêché que l'accusation contre Anna soit acceptée sans examen. Puis la porte s'ouvrit. Elle se tenait là, son contrat à la main. « Qui vous a autorisé à utiliser cet enregistrement ?» demanda-t-elle. Le silence qui suivit lui donna la réponse. Maxime se leva. Le conseil devait entendre ce qui s'était réellement passé. Anna demanda une seconde fois. « Qui vous a autorisé à utiliser ma voix ?» Il expliqua que l'enregistrement appartenait au système de Neurovance et qu'il n'avait diffusé que les passages liés aux instructions de Victor. « Mon contrat dit que mes interprétations doivent rester dans le cadre de validation professionnelle. Vous avez isolé mes phrases et les avez présentées comme preuve. » Maxime répondit qu'il essayait de la défendre. « Non, vous essayez de gagner un vote. » Avant qu'il puisse poursuivre, les téléphones commencèrent à vibrer autour de la table. Un extrait de l'audio venait d'être envoyé à 2 journalistes économiques. Quelques minutes plus tard, la voix d'Anna circulait sur les réseaux sociaux sous le titre « La femme de ménage qui a tenu tête aux dirigeants de Neurovance ». Les internautes partageaient la séquence où elle refusait de modifier la traduction. Certains la félicitaient, d'autres se moquaient de son accent français lorsqu'elle prononçait les termes japonais. Des chaînes d'information demandaient une interview. Une photographie de son ancien badge de nettoyage accompagnait déjà plusieurs articles. Le service de communication proposa de transformer l'incident en récit positif sur la diversité des talents cachés dans l'entreprise. Anna les écouta parler de sa voix, de son visage et de son parcours comme d'éléments d'une campagne. « Arrêtez, dit-elle. » Personne ne l'entendit immédiatement. Elle répéta plus fort. « Arrêtez de décider ce que cette fuite peut apporter à votre marque. » Eiko Kisaragi annonça alors que son groupe suspendait les négociations. Le rapport avait bien été transmis, mais la diffusion d'un échange confidentiel démontrait que Neurovance ne maîtrisait ni ses données, ni le consentement des personnes impliquées. Le père d'Aiko ne souhaitait plus revenir à la table avant qu'un audit éthique indépendant soit mis en place. La preuve censée sauver la réunion venait de la détruire une seconde fois. Maxime retrouva Anna dans la petite salle où ils avaient construit leur glossaire. Elle retirait ses documents des classeurs de Neurovance et les plaçait dans son sac. Sur l'écran restaient les mots japonais désignant l'arrêt d'urgence, la responsabilité et le consentement. « Je n'ai pas donné l'enregistrement à la presse, » dit-il. Anna continua à ranger ses fiches. « Mais vous l'avez sorti de l'espace où j'avais accepté qu'il existe. » Il affirma qu'il n'avait eu aucune autre manière de prouver que Victor avait tenté de modifier la traduction. Vous aviez le témoignage de l'interprète officiel, celui d'Aiko, mes notes et les fichiers préparés avant la réunion. Le conseil disait que cela ne suffisait pas. Anna releva enfin les yeux. Alors vous avez décidé que ma permission était moins importante que leur conviction. Maxime répondit qu'il essayait de sauver 300 emplois et une technologie destinée aux enfants. Et moi, étais-je une personne à protéger ou seulement la preuve dont vous aviez besoin? Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta. Je voulais aussi vous disculper. Anna secoua la tête. Vous ne m'avez pas donné une voix, j'en avais déjà une. Vous l'avez enregistrée, découpée et utilisée sans me demander. Il murmura qu'il regrettait la fuite. Je ne parle pas seulement de la fuite.
Je parle de votre décision avant la fuite. Elle lui rappela la nuit où il avait accepté ses conditions, la manière dont il lui avait demandé de définir le périmètre de sa mission et l'assurance que ses traductions seraient contrôlées par une professionnelle. J'ai cru que vous compreniez que la précision exige aussi une limite, dit-elle. Maxime répondit que la situation avait changé. C'est toujours ce que disent les personnes puissantes lorsqu'elles veulent suspendre une règle qu'elles trouvaient juste avant qu'elle ne les gêne. Il tenta d'expliquer la pression des banques, la colère du conseil et la peur de voir Victor reprendre le contrôle. Anna l'écouta jusqu'au bout. Vous aviez un choix. Vous pouviez me demander, vous pouviez perdre le vote, vous pouviez accepter que la vérité prenne plus de temps. Vous dites que vous n'aviez pas le choix parce que vous ne vouliez pas payer le prix de celui qui respectait mon consentement. Elle posa son badge de mission sur la table. Je mets fin au contrat. Maxime demanda si elle pouvait au moins rester jusqu'à l'audit de Kisaragi. Vous voulez encore que je répare la conséquence de votre décision. Il ne trouva aucune réponse qui ne confirme sa phrase. Le conseil suspendit Maxime de la direction de l'enquête le soir même. L'utilisation de l'enregistrement sans validation contractuelle, la fuite qui en avait résulté et sa proximité croissante avec Anna créaient, selon les administrateurs, un conflit d'intérêts. Victor, malgré la suspension de ses accès techniques, conserva provisoirement la direction des opérations courantes grâce au soutien de plusieurs investisseurs. Il déclara devant la presse que Maxime avait mis l'avenir de Neurovance entre les mains d'une prestataire non qualifiée et utilisé des données confidentielles pour protéger son jugement. Maxime refusa de répondre publiquement. Pour la première fois, il ne possédait ni la salle, ni le système d'enregistrement, ni l'autorité nécessaire pour imposer une version. Il demanda que l'extrait contenant la voix d'Anna soit retiré des comptes officiels et que toutes les copies internes soient placées sous contrôle indépendant. Le service juridique lui rappela qu'il n'avait plus le pouvoir de donner cet ordre. Il transmit alors une demande écrite en son nom propre et reconnut sa responsabilité. Ce geste ne faisait pas disparaître les milliers de copies déjà publiées. Il arrivait après que le mal avait été commis, exactement comme tant de corrections techniques chez Neurovance. Anna rentra chez sa mère à Lyon pour quelques jours. Keiko avait entendu l'enregistrement avant que sa fille puisse l'appeler. Elle ne lui demanda pas si Maxime était un homme mauvais. Elle demanda seulement « Est-ce qu'il savait que tu ne voulais pas que ta voix sorte de cette salle ?» Anna répondit qu'il savait que le contrat exigeait son accord. Keiko posa une tasse de thé devant elle. Alors ce n'est pas sa peur qui décide si ce qu'il a fait était juste. Anna pensa au moment où elle avait commencé à être attirée par lui, aux nuits passées à construire le glossaire, à la soupe posée sur la table sans insistance et à la manière dont il avait accepté ses corrections. Elle aurait préféré pouvoir réduire leur histoire à une tromperie simple. La vérité était plus pénible. Maxime avait réellement appris à l'écouter, puis il avait cessé de le faire lorsque l'écoute menaçait ce qu'il voulait sauver. Anna reconnut qu'elle avait commencé à l'aimer. Elle reconnut aussi que cet amour ne pouvait pas devenir la raison de retourner auprès de lui avant que les conséquences aient été assumées. Le lendemain, la représentante de l'association lui envoya une copie du compte rendu annonçant l'échec des négociations avec Kisaragi. Anna examina les propriétés du fichier. Il avait été créé avant la première réunion, mais une autre donnée attira son attention. Le document contenait un lien vers un dossier nommé « Transition ardente ». Grâce à une erreur de synchronisation, le chemin complet apparaissait encore dans les métadonnées. Anna ne tenta pas d'ouvrir le serveur de Neurovance. Elle transmit l'information à une avocate spécialisée en protection des lanceurs d'alerte et à l'association des interprètes. Une recherche légale dans les registres commerciaux révéla qu'Arden Capital avait créé, 2 semaines avant la réunion, une société destinée à acquérir des brevets de robotique médicale. Parmi les futurs dirigeants mentionnés dans un projet d'acte figurait un nom abrégé, V. Lemaire. Victor n'avait pas préparé le compte rendu parce qu'il craignait simplement l'échec. Il avait besoin que la réunion échoue. Anna accepta de témoigner devant un audit indépendant, mais posa une condition. Elle ne travaillerait ni pour Maxime, ni pour Neurovance,
ni pour Kisaragi. Sa voix serait enregistrée uniquement avec son autorisation écrite, conservée sous scellé et utilisée dans son intégralité lorsqu'un extrait risquerait d'en modifier le sens. Cette fois, elle ne se placerait plus au fond de la salle en attendant que quelqu'un découvre qu'elle pouvait parler. Elle choisirait elle-même la pièce, les règles et les personnes autorisées à l'écouter. L'audit indépendant fut installé dans les locaux d'une autorité de médiation à Paris, loin des salles vitrées de Neurovance. Hannah avait choisi une pièce sans logo d'entreprise, avec une seule caméra placée bien en vue et un voyant rouge indiquant chaque période d'enregistrement. Avant de commencer, elle lut elle-même le protocole. Sa voix ne pourrait être conservée qu'avec son autorisation écrite. Aucun extrait ne serait diffusé séparément de la question à laquelle il répondait, et les parties sans rapport avec l'enquête seraient supprimées après validation de son avocate. Victor qualifia ses exigences de théâtrales. Hannah répondit qu'elle serait inutile dans un monde où les dirigeants respectaient spontanément les limites. Elle décrivit ensuite la découverte de la chemise rouge, l'état de son casier et la clé centrale conservée dans le bureau des opérations. Un serrurier mandaté par l'audit confirma que la serrure n'avait pas été forcée. Le casier avait été ouvert avec une clé de gestion. Les registres prétendaient que celle-ci n'avait jamais quitté son coffre, mais la caméra de l'ascenseur montrait l'assistante de Victor descendant vers les vestiaires pendant l'interruption du système. Confrontée aux images, la jeune femme admit avoir reçu l'ordre de déposer une enveloppe dans un casier. Victor lui avait dit qu'il s'agissait d'un exercice interne destiné à tester la sécurité des employés. L'assistante ne savait pas ce que contenait la chemise, mais son téléphone conservait encore le message par lequel Victor lui indiquait le numéro du casier. Il lui demandait aussi de programmer une mise à jour des caméras pendant 22 minutes. Victor affirma qu'il voulait vérifier si des documents sensibles pouvaient être laissés dans des espaces non sécurisés. L'auditeur lui demanda pourquoi il avait choisi le casier d'Hannah avant même qu'elle n'intervienne dans la réunion japonaise. Il resta silencieux. Le message avait été envoyé la veille, à 23h48. À ce moment-là, Hannah n'était encore qu'une employée de ménage, et personne ne pouvait prévoir que l'interprète officiel serait bloqué dans la circulation. Une seconde série de courriels fournit la réponse. Neurovance avait bien réservé une interprète de secours disponible à distance. Victor avait personnellement demandé l'annulation de la prestation quelques heures avant la réunion, sous prétexte d'une réduction de dépenses. Il avait ensuite fait retirer le nom de cette professionnelle du programme officiel. « Vous aviez besoin qu'il n'y ait personne pour traduire précisément », dit Hannah. Victor répondit qu'il comptait simplement poursuivre les échanges en anglais. « Non, vous comptiez pouvoir raconter ensuite ce qui avait été dit. » Il détourna le regard. Pour la première fois, l'homme qui avait toujours contrôlé les comptes rendus se trouvait prisonnier de ses propres phrases écrites. L'analyse du serveur établit ensuite que les pages 39 à 40 et une n'avaient pas disparu lors d'une erreur de migration. Elles avaient été supprimées manuellement depuis le compte administrateur de Victor, puis remplacées par une version abaissant le niveau de gravité de l'incident. La signature électronique de Claire Joly avait été copiée depuis un ancien document. Un expert démontra également que le fichier intitulé « Compte-rendu de l'échec des négociations avec Kisaragi Robotics » avait été préparé avant la réunion et contenait déjà les éléments de communication destinés aux banques. La rupture devait être attribuée à des exigences financières excessives de la partie japonaise. Aucune mention n'était prévue concernant le rapport de sécurité. Victor tenta de soutenir qu'il s'agissait d'un scénario de crise parmi d'autres. Les métadonnées révélèrent cependant que ce scénario était lié à un dossier nommé « Transition Ardent », contenant un projet de cession des brevets Neurostep à Ardent Capital. Le document avait été signé électroniquement par un conseil du fonds 2 semaines avant l'arrivée de Kisaragi. En échange de la vente, Victor recevrait des actions, le poste de directeur général de la nouvelle structure et la responsabilité d'une branche consacrée aux applications militaires et privées. Le programme pédiatrique destiné aux hôpitaux publics devait être abandonné comme insuffisamment rentable. Victor ne nia plus le projet. Il nia seulement le mot trahison.
J'ai maintenu cette entreprise en vie pendant que Maxime dépensait des millions pour rendre des robots accessibles à des établissements qui ne pouvaient pas les payer, déclara-t-il devant les auditeurs. Il rappela qu'il avait trouvé les premiers investisseurs, négocié les prêts et accepté les compromis que le fondateur refusait de regarder. Selon lui, Kisaragi aurait imposé des procédures si lentes que Neurovance aurait fait faillite avant de commercialiser son produit. Hard, au contraire, pouvait sauver la partie rentable, conserver une centaine d'emplois et développer la technologie sur des marchés solvables. « Vous avez provoqué la rupture pour acheter vous-même les ruines », répondit Anna. Victor la regarda comme s'il retrouvait enfin l'employé qu'il avait menacé au fond de la salle. « Vous croyez que la vérité paie les salaires ?» Anna ne baissa pas les yeux. « Non, mais votre mensonge ne sauvait pas les salariés. Il vous choisissait simplement comme l'homme qui déciderait lesquels méritaient de rester. » Victor affirma qu'elle ne comprenait rien à la responsabilité d'un dirigeant. « Je comprends assez bien la responsabilité d'un interprète, » dit-elle. « On ne remplace pas ce qui a été dit par ce que l'on juge plus utile. Vous avez fait exactement cela avec l'entreprise entière. » Maxime remit volontairement aux auditeurs tous ses accès personnels, ses courriels avec les investisseurs, les enregistrements de réunions et les journaux du système qu'il contrôlait encore. Il renonça par écrit à son droit de vote pendant l'enquête et demanda que sa suspension soit prolongée jusqu'à la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Plusieurs actionnaires lui conseillèrent de conserver au moins un pouvoir de veto afin d'empêcher Victor ou Ardent de reprendre le contrôle. Si je garde la possibilité de décider seul quelles règles peuvent être suspendues en période de crise, nous reconstruirons exactement le système qui m'a permis d'utiliser la voix d'Anna sans son accord, répondit-il. Il demanda également que l'enregistrement original soit placé sous scellé et retiré de tous les canaux officiels. Les copies publiées ne pouvaient plus être effacées, mais Neurovance envoya des demandes de retrait aux plateformes et renonça à exploiter la séquence dans sa communication. Lorsque l'auditeur proposa de diffuser l'intégralité de la bande afin de démontrer que Victor avait exercé une pression continue, Anna s'y opposa. Plusieurs passages contenaient des échanges techniques confidentiels et des hésitations de jeunes ingénieurs qui n'avaient commis aucune faute. Le fait qu'une personne ait violé mes limites ne m'autorise pas à violer celles des autres pour l'abattre, dit-elle. Eiko Kisaragi, présente comme observatrice, inclina légèrement la tête. Ce refus pesa davantage dans la décision japonaise que n'importe quel discours de Maxime. L'expertise technique du Neurostep Junior fut conduite conjointement par des ingénieurs français, japonais et 2 médecins indépendants. Le défaut provenait d'une interaction imprévisible entre le capteur de résistance musculaire et le logiciel de verrouillage. Lorsque le mouvement d'un enfant changeait très rapidement, l'appareil hésitait entre accompagner la jambe et libérer l'articulation. Le problème était sérieux, mais réparable. Il nécessitait un nouveau capteur, une limite mécanique indépendante du logiciel et plusieurs mois de tests supplémentaires. Kisaragi acceptait de partager une technologie de freinage déjà utilisée sur ses propres appareils, à condition que Neurovance reconnaisse publiquement l'incident, suspende la commercialisation et donne un véritable pouvoir de contrôle aux médecins et aux représentants de patients. Plusieurs administrateurs s'y opposèrent. Ils craignaient qu'un aveu fasse fuir les hôpitaux et les financeurs. Anna rappela la phrase du président Kisaragi lors de la première réunion. Il ne refusait pas de travailler avec une entreprise ayant rencontré un défaut, mais avec une entreprise qui le dissimulait. Elle proposa la création d'un conseil de sécurité comprenant des ingénieurs des 2 sociétés, des médecins, des parents d'enfants en rééducation et un représentant des techniciens capables d'arrêter une procédure. Aucune mise sur le marché ne pourrait avoir lieu sans l'accord de ce conseil. Maxime soutint la proposition sans demander à la présider. Le conseil de Neurovance vota la révocation de Victor et transmit les contrats ardents ainsi que les falsifications électroniques au parquet financier. Son assistante bénéficia du statut de témoin après avoir coopéré. Certains actionnaires auraient préféré négocier son silence pour éviter un scandale.
Maxime refusa d'intervenir dans leur décision, puisqu'il avait renoncé à son vote, mais il remit aux auditeurs un document établissant que Victor avait aussi tenté de transférer un brevet secondaire sans l'autorisation des chercheurs. L'homme qui se présentait comme le seul réaliste avait préparé une entreprise dans laquelle la majorité des scientifiques auraient perdu leur poste. Lorsqu'il quitta le bâtiment sous escorte, il croisa Hannah dans le hall. « Maxime vous oubliera dès qu'il n'aura plus besoin de vous », dit-il. « Les hommes comme lui ne voient les gens que lorsqu'ils sauvent quelque chose. » Hannah répondit « Peut être, mais je ne suis pas revenue pour qu'il me voie. » Elle était revenue pour que les patients sachent ce qui s'était passé, pour que les mots du président Kizaragi ne soient pas réduits à une querelle financière, et pour que sa propre voix cesse d'être le prix d'entrée d'une réunion où personne n'avait prévu de l'écouter. Maxime lui demanda une rencontre seulement après la remise du rapport provisoire. Il proposa le jardin public situé derrière les locaux de médiation plutôt qu'un bureau de neurovance. Hannah accepta et vint avec son avocate informée de l'heure et du lieu. Maxime ne lui parla pas du vote, du risque de faillite, ni des emplois qu'il avait cru protéger. « J'ai utilisé l'enregistrement parce qu'il me donnait ce que je voulais au moment où j'en avais besoin, dit-il. J'ai appelé cela une urgence pour ne pas reconnaître que j'acceptais de vous faire payer le coût de ma décision. » Hannah resta silencieuse. Il poursuivit. La fuite n'était pas prévisible. Mon choix, lui, l'était. Votre contrat exigeait votre accord et je l'ai ignoré. Il ne lui demanda pas de comprendre la pression ni de distinguer son intention des conséquences. Je ne vous demanderai pas de revenir, je ne vous proposerai pas de poste. Et je ne veux pas que les changements de neurovance dépendent du fait que vous me pardonniez. Hannah lui demanda. Et si je ne vous pardonne jamais ? Maxime regarda les arbres plutôt que son visage. Le Conseil de sécurité existera. Ma suspension restera valable. L'enregistrement demeurera sous contrôle indépendant. Ce qui était juste ne doit pas disparaître parce que je n'obtiens pas ce que j'espère. Cette réponse ne referma pas la blessure. Elle empêcha seulement Maxime d'y ajouter une nouvelle exigence. Hannah lui annonça que Kizaragi souhaitait organiser une dernière réunion afin de décider si la coopération pouvait reprendre. Eiko lui avait proposé d'y participer comme conseillère indépendante chargée de vérifier la cohérence des termes techniques et éthiques. « J'accepterai », dit-elle. Maxime releva les yeux, mais elle ajouta immédiatement « Je ne travaillerai pas pour vous. Mon contrat sera signé par le comité de médiation et validé par mon association. Une interprète certifiée assurera la traduction principale. Je pourrai interrompre la réunion si un terme de sécurité est simplifié ou si une information manque. » Il acquiesça. « Et vous ne parlerez pas de mon retour comme d'une réconciliation personnelle. Je ne le ferai pas. » Hannah observa l'homme qui avait fondé une entreprise pour aider des enfants, puis utilisé la voix d'une femme sans son accord lorsqu'il avait eu peur de tout perdre. Elle ne savait pas encore lequel de ces deux hommes deviendrait son choix durable. Peu, être aucun. La seule chose certaine était qu'il commençait enfin à accepter que cette réponse ne lui appartenait pas. La réunion finale fut fixée 2 semaines plus tard. Neurovance devrait y présenter le rapport complet, le plan de correction, la nouvelle gouvernance et les engagements envers les patients. La société risquait toujours de manquer de liquidité avant la fin des essais. Kizaragi pouvait encore se retirer. Maxime pouvait perdre définitivement son poste. Hannah pouvait terminer sa mission et ne jamais le revoir. Mais cette fois, aucun compte rendu d'échec n'avait été préparé à l'avance. Aucune interprète n'avait été annulée. Aucune page ne manquait au dossier. Et lorsque Hannah entrerait dans la salle, elle ne porterait ni uniforme gris, ni casque emprunté à quelqu'un d'autre. Elle parlerait avec son propre matériel, sous son propre contrat, et selon des règles que personne ne pourrait suspendre simplement parce que la vérité devenait trop coûteuse. La nouvelle réunion entre Neurovance et Kizaragi Robotics eut lieu dans une salle plus petite que la première. Les parois étaient toujours en verre, mais aucun journaliste, aucun investisseur et aucun membre du service de communication ne se tenait derrière elle. Sur la table reposait le rapport complet de l'incident, le protocole de correction technique et les conclusions de l'audit éthique. Chaque document existait en français, en japonais et en anglais,
avec une liste précisant le nom de chaque traducteur, chaque ingénieur et chaque personne ayant validé les termes. L'interprétation principale était assurée par une professionnelle certifiée, choisie conjointement par les deux entreprises. Anna se trouvait à sa droite, avec son propre casque, son propre ordinateur et un contrat signé par le comité de médiation. Son rôle n'était pas de parler à la place de l'interprète, mais de contrôler la cohérence des termes liés à la sécurité, au consentement des patients et à la responsabilité des dirigeants. Maxime entra le dernier. Il ne prit pas la place centrale. Son siège portait la mention fondateur suspendu, observateur technique. Lorsqu'il croisa le regard de Anna, il inclina simplement la tête. Il ne tenta ni de lui sourire comme si leur présence commune signifiait un pardon, ni de transformer cette réunion en retour symbolique de la femme qui avait sauvé son entreprise. Le président Kisaragi demanda que Neurovance commence par décrire publiquement ce qui s'était passé. Maxime se leva, mais resta derrière son siège. Il reconnut que l'essai impliquant l'enfant avait été reclassé sans justification, que 3 pages du rapport avaient été supprimées, et que la direction avait confirmé à tort l'absence de tout incident supplémentaire. Il précisa que Victor Lemaire avait organisé la dissimulation, mais refusa d'utiliser sa trahison comme excuse suffisante. Un seul homme n'aurait pas pu retirer ces informations si notre système n'avait pas permis à quelques dirigeants de contrôler les données, les contrats et les récits, déclara-t-il. Il reconnut ensuite sa propre faute dans l'utilisation de l'enregistrement d'Anna. Il ne prononça pas son nom avant de lui demander, par l'intermédiaire de la présidente de séance, si elle acceptait que cet élément apparaisse dans sa déclaration. Anna répondit oui. Maxime expliqua alors qu'il avait utilisé la voix d'une prestataire sans son accord, parce qu'il croyait que l'urgence rendait cette violation acceptable. Nous avons conçu des mécanismes d'arrêt pour nos robots, mais notre direction ne possédait aucun mécanisme capable d'arrêter un dirigeant convaincu que son objectif était assez important pour suspendre les règles. Anna traduisit mentalement chaque nuance sans intervenir. Pour la première fois, il ne cherchait pas à paraître meilleur que l'homme qui avait commis l'erreur. Il nommait seulement la structure qui lui avait permis de la commettre. Eiko Kisaragi présenta ensuite la solution technique. Le nouveau dispositif comporterait un capteur indépendant du logiciel principal, un frein mécanique capable de libérer l'articulation en cas de réponse incertaine, et une commande d'urgence accessible aux thérapeutes comme aux patients. Aucun essai avec des enfants ne reprendrait avant 6 mois de tests sur simulateur et la validation de 2 hôpitaux indépendants. Un conseil de sécurité permanent réunirait des ingénieurs français et japonais, des médecins, des techniciens, des parents et un représentant des jeunes patients. Ce conseil disposerait d'un droit de suspension immédiate qu'aucun directeur général ne pourrait annuler. Lorsque l'interprète traduisit l'expression japonaise relative au pouvoir d'arrêt, Anna leva la main. Elle signala que le terme choisi pouvait aussi suggérer une suspension temporaire soumise à l'autorité de la direction. Le texte français prévoit un arrêt qui demeure valable jusqu'au vote du Conseil de sécurité, précisa-t-elle. Après discussion, les juristes remplacèrent l'expression par une formulation japonaise indiquant clairement que la décision ne dépendrait pas du fondateur ni des actionnaires. Personne ne lui demanda de simplifier. Personne ne soupira devant ce délai. Le président Kisaragi approuva la correction. « C'est pour cette précision que nous sommes revenus, » dit-il. Anna ne regarda pas Maxime. Elle savait que ce compliment ne devait appartenir ni à leur histoire sentimentale, ni au récit d'un millionnaire ayant découvert un talent caché. Il appartenait à son travail. La question financière resta la plus difficile. Les nouveaux essais retarderaient la commercialisation et priveraient Neurovance de revenus pendant près d'1 an. Kisaragi proposa un financement temporaire, mais refusa de devenir propriétaire majoritaire des brevets. À la place, les 2 entreprises créeraient une structure commune consacrée au programme pédiatrique. Les hôpitaux publics conserveraient un tarif préférentiel et aucune application militaire ne pourrait être développée à partir du Neurostep Junior sans un nouvel accord incluant le Conseil de sécurité. Certains actionnaires de Neurovance s'opposèrent à ces limites. Ils exigeaient que Maxime reprenne son droit de veto afin de garantir la rapidité des décisions.
Il refusa. Le futur directeur général serait nommé par un conseil élargi comprenant des représentants des chercheurs et des salariés. Maxime resterait directeur scientifique pendant une période d'essai, sans contrôle exclusif sur les données ni les contrats. Vous acceptez de devenir employé de la société que vous avez fondée, observa un administrateur. J'accepte que l'entreprise ne soit plus obligée de dépendre de ma capacité à avoir toujours raison, répondit-il. Hannah sentit une émotion brève monter en elle, mais elle ne la confondit pas avec une preuve définitive. Un changement de structure comptait davantage qu'une belle phrase. Pourtant, il était difficile d'ignorer qu'il renonçait maintenant au pouvoir qu'il aurait autrefois présenté comme indispensable pour protéger sa mission. Après 9 heures de discussion, le président Kisaragi annonça que son groupe acceptait de reprendre la coopération. Il ne parla pas de confiance retrouvée, mais de conditions permettant de la reconstruire. Neurovance publierait le rapport d'incident, informerait les familles ayant participé aux essais et financerait un suivi psychologique pour l'enfant concerné sans exiger d'accord de confidentialité. La famille pourrait refuser toute exposition médiatique. Les données de l'enfant seraient contrôlées par l'hôpital et non par l'entreprise. Hannah vérifia chaque version linguistique avant que les signatures soient apposées. Cette fois, aucun compte rendu n'avait été préparé avant que les personnes aient parlé. Aucune phrase ne transformait une inquiétude éthique en désaccord commercial. Lorsque le dernier document fut signé, la salle ne se remplit pas d'applaudissements. Le président Kisaragi dit seulement que le véritable travail commencerait le lendemain. Maxime ne vint pas remercier Hannah devant les autres. Il attendit qu'elle ait remis ses notes sous scellé et terminé l'entretien avec son association. Puis, il demanda à la présidente de séance de lui transmettre une question. Hannah accepta de l'entendre. « Puis-je vous remercier personnellement ?» Elle répondit « Vous pouvez reconnaître mon travail. Ce n'est pas la même chose que me remercier pour avoir sauvé votre entreprise. » Maxime acquiesça. Alors votre travail a rendu cette réunion plus honnête. Hannah accepta cette phrase. Les mois qui suivirent ne transformèrent pas Neurovance en entreprise exemplaire du jour au lendemain. La publication du rapport fit perdre plusieurs investisseurs et retarda 2 contrats hospitaliers. Les banques imposèrent une surveillance sévère. Certains salariés partirent, craignant que la société ne survive pas. Pourtant, aucun licenciement massif n'eut lieu. Kisaragi fournit une avance financière et les dirigeants réduisirent leur rémunération. Le nouvel appareil réussit progressivement les tests mécaniques, puis les simulations thérapeutiques. Maxime ne retrouva jamais le pouvoir absolu qu'il possédait avant la crise. Ses décisions scientifiques pouvaient être suspendues et ses accès aux enregistrements exigeaient désormais une double validation. Lorsqu'une journaliste lui demanda si ces règles ne ralentissaient pas l'innovation, il répondit qu'un retard mesurable coûtait moins cher qu'un risque volontairement invisible. Il ne cita pas Hannah. Il ne raconta pas l'histoire de la femme de ménage devenue interprète. Il avait compris que son parcours ne lui appartenait pas. De son côté, Hannah reprit sa formation à Paris avec une bourse professionnelle attribuée par son école, non par Neurovance. Elle travaillait encore quelques heures dans une bibliothèque pour payer une partie de ses dépenses, mais ne retourna jamais au service de nettoyage de l'entreprise. Elle ne voulait pas effacer ce travail de son histoire. Elle refusait seulement qu'il demeure la seule place depuis laquelle on acceptait de la voir. 1 an plus tard, Hannah obtint sa certification d'interprète de conférence. Sa mère assista à la cérémonie depuis le premier rang et pleura lorsque son nom fut prononcé. Hannah rejoignit ensuite un cabinet coopératif spécialisé dans les sciences, la médecine et l'éthique des technologies. Elle participa à des conférences hospitalières, des audits internationaux et des consultations où la moindre nuance pouvait modifier la manière dont un patient comprenait son choix. Elle n'essayait plus d'éliminer toute incertitude. Elle avait appris qu'une professionnelle compétente ne promettait pas de ne jamais hésiter. Elle savait reconnaître l'instant où elle devait demander au locuteur de répéter. Neurovance devint l'un des clients du cabinet après un appel d'offres auquel Maxime ne participa pas. Hannah accepta certaines missions, mais refusa d'être systématiquement affectée aux réunions de l'entreprise. Elle ne voulait pas que leur histoire personnelle devienne une obligation commerciale. Maxime respecta cette limite.
Pendant près d'un an, leurs échanges se limitèrent à quelques courriels professionnels, des salutations lors de conférences et une lettre d'excuse qu'il lui envoya une seule fois. Il n'y demandait ni réponse, ni seconde chance. Il écrivait que la voix d'une personne ne devenait pas libre parce qu'un dirigeant promettait désormais de mieux l'utiliser. Elle devenait libre lorsqu'il acceptait de ne pas savoir si elle parlerait encore pour lui. Ils se retrouvèrent véritablement après un colloque consacré aux robots médicaux dans un centre de conférence près de la porte de Versailles. Anna venait d'interpréter pendant 2 heures entre 3 langues. En sortant, elle aperçut Maxime assis sur un banc du hall, loin de l'espace réservé aux interprètes. Il se leva lorsqu'elle approcha, mais ne franchit pas la distance qui les séparait. « Est-ce que je peux vous parler sans vous demander de traduire quoi que ce soit ?» demanda-t-il. Anna retira son casque et le rangea dans sa sacoche. « Cela dépend. Qu'avez-vous à dire ?» Maxime répondit qu'il avait appris à supporter les silences sans les remplir avec la réponse qui l'arrangeait. Il ne savait pas si ce qu'ils avaient ressenti autrefois existait encore. Il ne voulait pas l'utiliser comme récompense de son changement, ni comme preuve qu'elle lui avait pardonné. « Je voudrais seulement vous inviter à dîner, hors de tout contrat, si vous en avez envie. » Anna le regarda longtemps. Autrefois, il aurait pu être interprété son silence comme une hésitation favorable ou un refus poli. Cette fois, il attendit. « Un dîner, répondit-elle. Pas une promesse. » Maxime sourit légèrement. « Un dîner. » Ils commencèrent lentement. Anna choisissait parfois le lieu. Maxime choisissait parfois, après lui avoir demandé ses préférences. Ils parlaient du travail, mais apprirent aussi à laisser les entreprises hors de certaines soirées. Il découvrit qu'elle détestait les restaurants où les serveurs expliquaient trop longtemps chaque assiette. Elle apprit qu'il préparait un café terrible, malgré ses années passées dans des bureaux équipés de machines coûteuses. Lorsqu'ils se disputaient, Maxime ne sortait plus son téléphone pour chercher une preuve ou relire un message. Anna, de son côté, ne disparaissait plus immédiatement par peur de mal s'exprimer. Elle demandait parfois une nuit avant de répondre. Leur relation ne progressait pas sans erreur. Elle progressait parce que chacun cessait d'utiliser l'erreur comme raison de retirer à l'autre le droit de participer à la réparation. Un soir, après une promenade au bord de la Seine, ils s'arrêtèrent près du pont Alexandre III. Paris se reflétait dans l'eau noire, moins brillant que dans les images publicitaires. Maxime dit « J'ai longtemps cru que vous aviez donné une voix à la vérité dans cette salle. » Anna secoua doucement la tête. La vérité avait déjà une voix. Vous ne l'écoutiez pas parce qu'elle venait du fond de la pièce. Il accepta la correction. Alors je voudrais apprendre à écouter la vôtre, même lorsqu'elle ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Anna sentit la peur ancienne, celle de mal traduire, de mal choisir et de découvrir trop tard qu'un mot avait changé une vie. Mais elle n'était plus une jeune femme levant la main parce que personne d'autre ne pouvait aider. Elle n'avait aucun contrat à sauver, aucun dirigeant à protéger et aucune phrase étrangère à transmettre. Maxime demanda « Est-ce que je peux vous embrasser ?» Anna laissa passer un battement. Il ne tenta pas de traduire son silence. Il attendit. Puis elle répondit « Oui ». Le baiser fut doux, prudent et réel. Il ne récompensait ni la réussite de Neurovance, ni la transformation de Maxime. Il n'effaçait pas la voix diffusée, sans permission, ni les mois pendant lesquels Anna avait dû reconstruire sa confiance. Il marquait seulement le moment où 2 personnes choisissaient de commencer sans utiliser le passé comme contrat. 1 an plus tôt, Anna se tenait au fond d'une salle avec un chiffon dans la main, visible uniquement parce qu'une crise avait besoin de son talent. À présent, elle entrait dans chaque pièce sous son propre nom. Maxime ne lui demanda plus de parler pour sauver son entreprise. Il l'écoutait parce que ce qu'elle choisissait de dire comptait, même lorsque cela ne servait personne d'autre qu'elle-même. Et lorsqu'elle gardait le silence, il ne cherchait plus à en posséder le sens.